Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de me prêter attention. J'interviendrai ce soir dans deux directions. D'abord sur le terrain de la communication, et j'entends bien que des questions se posent. Ce sont des questions pertinentes dans le monde d'aujourd'hui, et sur le terrain économique. Ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est la chose suivante. Vous avez économiquement raison, mais vous avez eu politiquement tort. Pourtant, le projet Notre-Dame-des-Landes est un bon projet d'aménagement, il faut le dire et il faut le répéter, dans un monde qui est dominé par la communication, avec ses propres règles. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en dehors de ce monde de la communication. La communication, c'est un émetteur et un récepteur. La question, c'est de savoir comment le message est reçu. Et vous n'avez pas tout à fait tort, j'ai trouvé, moi aussi, autour de moi, des points de vue un peu irrationnels sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui serait une espèce de défi à l'environnement, qui serait un aéroport dangereux. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Simplement parce que vos adversaires utilisent des stratégies de communication qui sont efficaces. Nous sommes dans un monde médiatique qui est dominé par la peur, et vous avez probablement, au passage, pardon de vous le dire avec une grande franchise, vous avez au passage probablement négliger quelques-unes des règles qui prévalent dans le domaine de la communication. La première des règles est simple. On l'apprend en première année dans les écoles de marketing. C'est une petite formule anglaise que tout le monde va comprendre. Repetition, repetition, repetition makes reputation. Toujours répéter les choses et toujours réaffirmer son point de vue. D'abord, peut-être quelques considérations sur la stratégie du champ de bataille. Et pour ça, je vous invite à vous replonger, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dans les livres de stratégie militaire. Pour gagner la guerre, et j'ai bien vu les images tout à l'heure, ce sont des images de guerre en temps de paix. Ça n'est rien d'autre. Mais pour gagner la guerre, il faut d'abord choisir l'endroit où on va faire la guerre et le moment où elle aura lieu. Il faut choisir le moment où on est le plus fort et l'endroit où les ressources de l'adversaire seront les plus mal employées. Or, dans ce dossier, il faut le dire très clairement, vos adversaires sont parvenus à choisir et à maîtriser le terrain de l'affrontement, et ils ont en plus donné un nom à cette guerre. C'est la guerre contre le libéralisme, c'est la guerre contre le marché, c'est la guerre contre l'économie. Ils ont pratiqué l'amalgame et ils l'ont dit avec tellement de conviction et avec des relais d'influence tellement puissants que tout le monde a fini par le croire. L'économie menacerait notre environnement. L'homme, au passage, n'est pas raisonnable. L'économie est irrespectueuse de la nature. L'économie est donc contre l'homme. Il faut empêcher Notre-Dame-des-Landes, symbole retenu et facile, d'ailleurs, des outrages de l'économie à notre terre et à notre humanité. Nous sommes en réalité en plein storytelling. On nous raconte une histoire. Et cette question, je ne la prends pas au pied de la lettre. J'emploie cette expression non pas au sens littéral, mais au sens figuré du terme. Le storytelling, c'est raconter une histoire, c'est raconter son histoire, c'est-à-dire sa version de l'histoire. Et les adversaires du projet sont parvenus, avec des complicités politiques, directes ou indirectes, à produire la représentation, c'est-à-dire la façon dont on se représente les choses, à produire des représentations comme celle d'un cauchemar écologique et économique. Votre mission, c'est donc de renverser cette représentation. Et vos adversaires ont joué dans un climat qui était plutôt favorable. L'État est faible. Nous le constatons chaque jour. L'État est fort avec les faibles, mais il est faible avec les forts. Et ils ont fait de la politique au sens où on apprend la politique dans les organisations trotskistes. Le rapport de force. Rien que le rapport de force. Occuper le terrain et montrer ses muscles. Vous avez vu avec quelle efficacité. Et donc, au moment où vous auriez eu besoin d'élargir votre cercle d'amis, de rassembler vos amis, d'aller chercher
de nouveaux amis. Vos adversaires ont mobilisé dans les médias le banc et l'arrière-ban de leurs propres amis. Des verts, des rouges, des scientifiques, des professionnels du transport. J'ai entendu, stupéfait pour avoir eu un passé dans le transport aérien, des pilotes de ligne venir délivrer une véritable leçon d'aménagement du territoire. Je dis à chacun son métier. Moi, je n'ai pas l'ambition de piloter des avions, mais je crois qu'il faut à chaque fois répondre à ses interlocuteurs. Le mouvement écologique a été complice. Je suis venu pour vous dire ce que je pensais. Vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de rappeler que je participe régulièrement à un talk qui s'appelle les grandes gueules. Vous savez ce que c'est qu'une grande gueule? C'est quelqu'un qui dit les choses clairement. Eh bien, les élus écologistes ont été les complices actifs ou passifs de ce que vous avez vu tout à l'heure, de ces destructions. Une ministre de la République n'a pas eu peur d'affirmer, quelques heures après ces événements, qu'elle soutenait ce mouvement. Et donc, vos interlocuteurs sont parvenus à nationaliser, à donner une ampleur nationale au débat pour en faire un symbole. Ils ont bien sûr oublié toutes les réalités économiques qui sont vos arguments du quotidien dans les médias et ailleurs. Et vous avez dû, au final, c'est ce que je retiens, vous inscrire, vous, dans leur propre histoire. Vous n'avez choisi ni le lieu du combat, ni le moment, ni les armes du combat. Vous avez dû suivre leur histoire, vous inscrire dans cette histoire. Et quand on ne maîtrise pas le récit, le danger, c'est d'être sans arrêt à contretemps, ou en tout cas en retard. Et ce qui s'est produit, eh bien, vous l'avez décrit les uns et les autres, un écho insuffisant dans l'opinion. Vous devez donc aujourd'hui trouver une nouvelle incarnation à votre combat. Si vous ne le faites pas, je vous le dis avec l'expertise de l'homme de médias que je suis, Nantes deviendra le Saint-Jacques de Compostelle des écolos et des altermondialistes. Et chaque année, vous aurez ici un pèlerinage qui marquera la victoire historique contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je m'adresse à vous, mais il y a parmi vous des dirigeants d'entreprise. Quelle terrible perspective de vivre dans ce territoire qui serait le champ clos du mouvement alternatif. Dans le domaine de la communication, il n'y a pas d'homéopathie, surtout quand il s'agit d'une communication comme celle qui est engagée. Communication de crise, communication de guerre en temps de paix, il n'y a pas d'homéopathie, il n'y a que de la chirurgie de guerre. Il faut dire les choses très clairement, il faut les dire et les répéter. Vous devez donc redonner de la légitimité à votre expression. Alors, comment déconstruire le discours des opposants? La première étape, je le crois, c'est celle de la pédagogie économique. Premier point, le projet est économiquement viable. Il est, comme disent les économistes, efficient, c'est-à-dire qu'il produit des richesses partagées par tous. L'aéroport Nantes-Atlantique est en voie de saturation écologique, vos arguments le montrent, et économique. En même temps, 72 journées de saturation dans l'année, c'est évidemment beaucoup pour les personnes, pour les passagers, mais c'est insupportable pour les entreprises du transport aérien. L'enjeu aujourd'hui pour les entreprises du transport aérien, notamment pour les compagnies court et moyen courrier, c'est le demi-tour en 25 minutes. Entre l'arrivée de l'avion, la descente des passagers, la décharge des bagages et l'arrivée de nouveaux passagers, il faut 25 minutes. Nous sommes dans une activité qui est sensible. Le transport aérien est sensible à la crise. Il est sensible aux effets de conjoncture. C'est une activité à fort volume et à faible marge. Et tout le monde comprendra, sans avoir fait de longues études d'économie, qu'un avion qui vole est un centre de résultats, mais qu'un avion qui bétonne est un centre de coûts. 50% du trafic aujourd'hui est européen ou international. La fluidité du trafic, c'est donc un atout essentiel pour les compagnies communautaires et la situation actuelle contraint, y compris les compagnies long courrier, si j'ai bien compris,
à faire des escales sur des plateformes voisines avant de traverser soit l'océan Indien, soit l'océan Atlantique. Ceci ne ressemble évidemment pas au transport aérien moderne du XXIe siècle. Le troisième argument, il est simple, c'est que le développement n'est pas une option. C'est d'abord un choix collectif. Et les thèses économiques défendues par vos adversaires sont des thèses ultra-marginales, il faut le dire. Il faut dire aussi régulièrement que dans le domaine du développement, il y a une compétition des territoires et qui n'avance pas recule. Autre argument qui me paraît essentiel, la décentralisation institutionnelle qui est au cœur de la réforme de l'État et qui est une constante de la vie politique française, doit être doublée pour être efficace d'une décentralisation opérationnelle. On ne peut pas sans arrêt condamner le jacobinisme français, c'est-à-dire l'organisation des flux en étoile, Paris qui aspire tous les éléments de la périphérie. On ne peut pas condamner le jacobinisme, mais se priver des outils de développement comme Notre-Dame-des-Landes dans des régions qui sont dynamiques. La décentralisation utile est celle qui produit des richesses et des emplois. Cet aéroport s'inscrit dans ce cadre-là. Un autre argument me paraît essentiel, c'est celui des emplois. N'y a-t-il pas entre 4 et 5 millions de chômeurs en France? Depuis le début du du quinquennat de François Hollande, 800 chômeurs de plus par jour. Pas une déclaration politique, c'est la réalité des statistiques. 800 chômeurs de plus chaque jour. Nous avons là un projet qui permettra de créer 1000 emplois permanents constants et dans le secteur de la construction, 3000 emplois additionnels sur 3 ans. Dans les logiques de développement qui sont à l'œuvre aujourd'hui, l'enjeu pour le pouvoir politique, c'est d'être proactif, de réfléchir avant que les problèmes ne se posent. Et là, nous avons tous les éléments pour juger. Les éléments, c'est la saturation de l'aéroport actuel en 2017. La sous-capacité est pratiquement en bout de piste. Il faut donc très rapidement trouver des solutions alternatives. Et j'ai appris ce soir un certain nombre de choses en vous écoutant, Monsieur le Président. J'ai appris notamment que l'extension de capacité de l'aéroport actuel était pratiquement impossible. Donc la question que j'aurais pu poser, et que je n'ai pas inscrite ce soir, c'est Nantes et sa région peuvent-ils vivre sans un aéroport? C'est pratiquement la question qui se pose au point d'information où j'en suis. Car cette région de l'Ouest qui est dominée par le bassin économique nantais est un véritable écosystème. Il faut donc lui donner des outils. Et le développement, aujourd'hui, c'est d'abord une matrice intermodale. Des routes, des voies ferrées à grande vitesse, des ports dans la région. Vous avez la chance d'être adossé à une façade maritime qui conduit vers un des plus grands marchés du monde. Et bien sûr, un hub aéroportuaire. C'est donc la bonne combinaison de ces 4 éléments, et non chaque élément séparé, qui produit du progrès dans le domaine aéroportuaire. Au passage, et nous le remarquions tout à l'heure, le paradoxe, c'est qu'il y a parfois trop d'aéroports dans les régions. Je pense par exemple à l'aéroport de Bergerac, à celui de Bordeaux, de Brive, Brive-Souillac, l'aéroport de Limoges, l'aéroport de Poitiers, qui sont tous dans un territoire étroit avec une zone de chalandise extrêmement faible, trop d'aéroports parfois dans des territoires qui en ont moins besoin et insuffisamment dans des territoires comme le vôtre pour qui l'aéroport est un outil de développement absolument central. Cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes présente 3 avantages. D'abord pour les entreprises, bien sûr, et je crois qu'il est absolument indispensable. Pour les ménages aussi, vous voyagez dans la région. Vous avez l'ambition de ne pas subir une forme d'assignation à territoire. Vous n'êtes pas comme Alain Lipietz, l'ancien dirigeant des Verts, qui condamnait les low-cost en disant simplement « mais les gens n'ont qu'à rester chez eux ». La mondialisation, c'est aussi de pouvoir aller découvrir la culture des autres, pour les entreprises, pour les ménages et aussi pour le confort de tous, pour ceux qui ne prennent pas l'avion. Je pense au plan d'exposition au bruit. 42 000 personnes vivant sur place sont concernées aujourd'hui et ils ne seront que 900 dans le cas d'un nouvel aéroport et 2700 en rythme de croisière.
Je voudrais aussi vous dire 2 mots de l'espace européen et de la compétition des territoires. Premier point, la taille pertinente en matière de développement, elle est désormais continentale. La France ne vit plus seule. Nous ne sommes plus dans le monde de Keynes où les frontières étaient fermées. Nous sommes engagés dans un processus de construction politique et économique en Europe. Avec l'Europe, nous sommes rentrés évidemment dans un espace plus grand, plus efficace aussi. Mais la dilatation, l'élargissement de cet espace implique aussi une dilatation des territoires. C'est d'ailleurs un des enjeux de la réforme territoriale. Un des enjeux, c'est de mettre les régions françaises à la taille critique sur le nouveau marché européen. Et dans cette Europe-là, ce qu'on appelle la Mitteleuropa, l'Europe allemande, occupe une place centrale sur le plan géographique et aussi sur le plan économique. Alors, quels sont vos atouts naturels dans cette Europe-là? Eh bien, une grande agglomération efficace, productive, relativement fluide, en dépit des quelques embouteillages que nous avons eus pour venir, une zone de chalandise de 8 millions de personnes, une vraie tradition de savoir-faire industriel, des ports, une liaison bientôt complétée à très grande vitesse avec Paris, et un réseau routier qui est plutôt un réseau routier de qualité. Or, l'avion est par nature le bon outil d'aménagement et de mobilité au-delà de 800 km parcourus. Pour atteindre l'Europe du centre, le cœur de l'Europe, cette Europe qui est économiquement efficace, vous devez parcourir plus de 800 km. Et donc cet aéroport est indispensable pour entrer dans l'interconnexion des régions. La vraie carte d'Europe, la carte d'Europe de l'économie, c'est une carte anamorphosée, déformée si vous préférez. On ne mesure plus la distance qui sépare deux points, on mesure aujourd'hui le temps de transport pour joindre le point A au point B. C'est une raison supplémentaire pour dire que cet aéroport vous est indispensable. Alors, un des arguments fumeux de vos adversaires, c'est celui du pari de la décroissance du transport aérien. J'ai lu et entendu que la raréfaction du pétrole va assécher la croissance du transport aérien. Pardon, mais toutes les projections sérieuses, celles de la Commission européenne, celles de IATA, l'Organisation internationale du transport aérien, celles de la Direction générale de l'aviation civile, très modestement les miennes aussi, toutes les projections sérieuses disent que le trafic aérien va augmenter de façon exponentielle. Nous allons même passer dans les 20 années qui viennent de 3 à 7 milliards de personnes transportées chaque année par avion. Et c'est le court et le moyen courrier, autrement dit le terrain d'élection de Notre-Dame-des-Landes, qui alimentera cette croissance. Il n'y a pas de moyen de transport alternatif au-delà de 800 km. En tout cas, pas de moyen de transport efficace. Le transport aérien est devenu, nous le constatons chaque jour dans notre vie, une commodité. Une commodité, c'est un bien ou un service qui a une faible valeur. Et je dirais que nous devons beaucoup dans ce domaine aux compagnies aériennes à bas prix, aux low cost, qui aujourd'hui opèrent non seulement les flux touristiques, mais aussi les flux d'affaires, d'hommes d'affaires, et qui sont un vecteur d'enrichissement des territoires. J'ai travaillé pour ma part sur le cas d'un aéroport régional en France, situé dans le sud-ouest, qui reçoit chaque année 350 000 personnes, dont 200 000 Anglais. Eh bien, chaque année, c'est 200 millions d'euros supplémentaires qui sont injectés par ces voyageurs qui deviennent parfois résidents dans l'économie de ces régions. Le transport aérien, aujourd'hui, en Europe, répond à une règle simple. Il y a beaucoup de pouvoir d'achat au nord et beaucoup plus de soleil au sud. C'est la règle, d'ailleurs, qui fonde l'avenir des low cost. Elles ont besoin d'aéroports qui soient fluides. Et si vous voulez déployer des outils touristiques pour capter cette clientèle, eh bien, vous devrez, vous aussi, vous inscrire dans la compétition des aéroports. Cet aéroport du Grand Ouest, il a donc beaucoup de qualités économiques, d'abord, toutes celles que nous venons de voir. Son prix aussi. J'entends des choses un peu fantasmatiques sur les prix. Je sais lire les chiffres.
560 millions d'euros financés en grande partie, je ne l'ai pas entendu ce soir, par les usagers eux-mêmes. Au moment où on demande précisément, et c'était l'argument d'un des opposants à Notre-Dame-des-Landes, à l'État d'être plus maigre, plus économe, il nous disait, ben voilà, on a une source d'économie. Non, non, les financements de l'État sont peu engagés. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, cet aéroport sera financé par ceux qui l'utilisent. Cet aéroport a aussi des qualités sociales et des qualités environnementales. Pourquoi ne pas le dire clairement? Pourquoi ne pas aller contre-attaquer sur le terrain de l'adversaire? 3 fois moins d'énergie consommée par passager que l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique. Le fond de ce dossier est simple, et je crois que vous le ressentez tous de façon intuitive ou raisonnée. Les groupes de pensée et les milices anonymes qui interdisent aujourd'hui l'accès à Notre-Dame-des-Landes sont engagés dans un combat contre l'économie, contre la croissance et pour la décroissance. Si le projet ne va pas à son terme, en effet, vous avez raison de le penser, aucun autre projet d'aménagement sérieux en France ne sera possible. Le combat, c'est donc le combat pour l'état de droit. D'abord, la République, c'est la loi, c'est l'autorité de la chose jugée. La concertation, je crois que vous n'en avez pas manqué ici. 50 recours ont été rejetés, 40 expropriations sont acquises à ce jour. Et ce qui se passe, ce que j'ai vu ce soir, mais à la télévision aussi, c'est effectivement un vrai défi à l'état de droit républicain. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes est l'objet d'un chantage politique scandaleux dans une démocratie moderne. La radicalité de l'opposition à cet aéroport appelle en elle-même une réponse à la hauteur du défi qui est proposé. Préparez-vous pour le mois d'octobre. Travaillez sur un rétro-planning. Soyez prêts, quelles que soient les décisions qui seront prises au mois d'octobre, à apporter une réponse documentée avec une vraie stratégie de communication. Je soutiens donc votre cause ce soir, car je crois au développement, je crois aux vertus de la délibération collective, je crois dans la légalité, dans la loi, qui est la base de notre société humaine moderne. Je garde la conviction personnelle que les hommes ne sont pas nuisibles pour leur environnement. Nantes et les Nantais méritent Notre-Dame-des-Landes, et donc je n'ai qu'un mot pour vous ce soir.